Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, on va parler du bonheur et je m'entretiens avec Uliana Borzova. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, bienvenue. Je parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. On va donc aujourd'hui parler du bonheur et pour cela, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Uliana Borzova. Uliana, bonjour, merci de participer à ce podcast. Bonjour, merci de m'inviter. Alors, tu es psychologue Cognitiviste. cognitiviste. Tu t'es spécialisé en neuropsychologie. Tu es d'origine ukrainienne. Ça va faire bientôt maintenant 10 ans que tu travailles, tu pratiques en France et tu t'intéresses de très près au fonctionnement du cerveau. Tu as une chaîne sur YouTube où tu expliques comment mieux comprendre le cerveau nous aide à mieux vivre. Ta chaîne YouTube s'appelle Dans le cerveau d'une psy, Uliana Borzova. Tout à fait. Alors, Uliana, avant de commencer à parler du bonheur, donc à définir ce qu'est le bonheur et voir comment l'optimiser, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter notre bonheur, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours personnel et surtout professionnel? Qu'est-ce qui t'a, toi, amené à devenir psychologue? Hmm. Bien sûr. Donc, comme tu as dit, ça fait déjà 10 ans que je suis dans le monde de psychologie. Et donc, du coup, la découverte, je l'ai fait un peu par hasard. Avant de venir en France, je devais faire un choix. Et j'avoue que j'aurais aimé dire que mon choix s'est basé sur quelque chose de profondément réfléchi, avec du sens profond. Mais malheureusement, sur le moment, quand j'étais encore jeune, je ne comprenais pas grand-chose et je voulais un tout petit peu mieux comprendre comment les choses fonctionnent, notamment dans l'histoire des émotions, comment les interactions humaines puissent être améliorées. Donc, c'était avant tout une démarche un peu personnelle qui m'a poussée à faire la psychologie. Et puis, en deuxième année, j'ai fait une découverte de tout ce qui est neurosciences, de tout ce qui est cerveau, comme tu as bien dit. Et ça m'a fascinée. Ça m'a fascinée parce que j'ai vu qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas ou qui peuvent être expliquées par le fait que notre cerveau a un fonctionnement spécifique, qu'il produit certaines substances chimiques qui déterminent notre comportement, notre ressenti. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être vraiment intéressant pour moi d'apprendre, mais aussi après, de partager avec les gens pour qu'ils puissent voir les choses de manière plus simple, pour que les relations puissent être plus fluides. Et du coup, effectivement, à un moment donné, bien sûr, il y a cette envie d'aider, de partager, de transmettre qui est apparue et qui m'a motivée de poursuivre, de finir mes études et de m'installer en libéral. Donc, depuis 5 ans, je travaille en libéral sur Lyon. Très bien. Et est-ce que toi, plus tu comprenais comment le cerveau fonctionnait, est-ce que tu as pu voir que ça t'aidait dans ton quotidien, dans ta façon de gérer peut-être le Hmm. stress ou les choix du Hmm. quotidien? Alors, la réponse est oui et non, parce que c'est pas parce qu'on sait qu'on applique forcément ce savoir. Hein. Mhm. Par exemple, je tombe souvent dans tous les pièges que notre cerveau il possède, comme par exemple l'adaptation hédonique qui fait qu'on s'habitue à tout ce qu'on a et à un moment donné, on cherche toujours quelque chose de plus, d'aller plus loin, etc. Après, je dois dire que oui, ça m'a un tout petit peu aidé quand même au quotidien parce que ça me permet pas forcément d'éviter des moments où je tombe dans certains pièges du cerveau ou que je peux être triste, frustrée, avoir la peur, etc. Mais ça me permet au moment où ça m'arrive d'être plus conscient de ce qui se passe pour moi, d'avoir plus la facilité à identifier ce qui m'a amené à être là où je suis. Et donc, du coup, par conséquent, de pouvoir un peu trouver des solutions, m'aider, me soutenir pour que les choses passent plus vite ou que je m'en sors plus facilement de la situation. D'accord, donc il y a comme une prise de conscience qui fait que tu vas moins loin dans un processus de stress ou de perte dans C'est les ça, ça soucis. permet de réguler l'intensité de ce qu'on vit Mm. par la connaissance qu'on a, par exemple, effectivement, comment marche le cerveau, mais aussi ce qu'on peut faire dans ces moments pour gérer de manière saine les émotions, sans lutter contre, sans essayer de les supprimer tout de suite, ou de rajouter des couches supplémentaires avec des pensées en mode ah, j'ai pas les droits, c'est pas bien, il faut que j'arrête d'être comme ça. Donc, ça permet d'avoir un regard bienveillant, indulgent, qui permet de plus facilement oui, à passer à autre chose. D'accord, très bien. Et au niveau du bonheur, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on recherche plus ou moins consciemment, soit c'est éviter de souffrir, avoir moins de contrariétés, moins de stress, moins de problèmes au quotidien, ou bien vraiment aller vers plus de joie au quotidien.
Euh, ce bonheur, comment toi, en tant que psychologue, tu le définirais? Il n'y a pas une seule et unique définition, je pense, qui conviendrait à tout le monde. Il y a certaines personnes qui disent que le bonheur, ça correspond à la capacité d'aimer quelqu'un, la possibilité d'aller quelque part et de faire quelque chose. Donc, ça regroupe un peu les besoins qu'on a au niveau émotionnel, social, intellectuel aussi. Il y a un psychiatre français, Christophe André, qui parle du fait que le bonheur, c'est une construction qui se nourrit d'actions et de décisions, que je trouve une définition très importante par rapport à cette notion qu'on a l'impression que parfois le bonheur dépend des choses externes sur lesquelles on n'a pas beaucoup d'influence, alors qu'en grande partie, oui. Et pour moi, ce serait, je pense, l'approche où on arrive à vivre en harmonie avec ses émotions, peu importe que ce sont des émotions agréables ou désagréables, qu'on arrive à les exprimer, les vivre, les partager telles qu'elles sont, hein, et pas forcément qu'on cherche de se dire, OK, je dois être que dans les émotions positives, ou je dois supprimer, lutter contre des choses qui sont désagréables et que c'est pas bien de ressentir. Donc pour moi, le bonheur, c'est vivre en harmonie avec ses émotions. D'accord, donc là, tu as amené deux points intéressants. Le premier, c'est que les circonstances de la vie du quotidien sont, sont ce qu'elles sont, et parfois on ne peut pas agir dessus, et c'est surtout notre perception de ce qu'on vit qui va affecter notre bien-être ou notre mal-être. Et si on ne peut pas changer les circonstances extérieures, on peut peut-être changer notre façon de percevoir cela. Et tu disais aussi que ne pas s'attacher à des émotions positives, agréables, c'est aussi important. Parce que c'est vrai que parfois on a cette idée que être bien, avoir du bonheur, c'est être tout le temps en train de ressentir des choses agréables. Et oui, c'est vraiment une sorte de croyance répandue pour beaucoup de gens que les émotions positives, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix chercher, hein, et les émotions dites négatives, il faut à tout prix éviter. Alors que pour notre cerveau, il ne fait pas la différence entre les émotions dites positives ou négatives. C'est un continuum. C'est juste qu'il y a certaines émotions qui sont agréables et d'autres sont désagréables à ressentir. Mais en fait, l'émotion, derrière une émotion, n'importe quelle émotion, il y a toujours un message important qu'elle essaie de nous communiquer. Et souvent, c'est un message positif, même si ça passe par les ressentis désagréables, quand le cœur qui bat, on transpire ou d'autres choses qui se passent au niveau des sensations dans le corps. Donc, du coup, effectivement, c'est bien important de garder à l'esprit que le message positif de chaque émotion, il est présent, c'est juste qu'on n'entend pas toujours rapidement ces messages. Donc, c'est pas la question de l'attitude positive tout le temps qu'il faut viser. Oui. Et j'ai l'impression aussi que lorsqu'on est tout le temps dans une attitude positive, c'est aussi parfois une fuite de ce qui se passe en soi, de ce que l'on ressent. On essaie de mettre de la distance entre ce qu'on peut ressentir ou des choses désagréables à travers des pensées, en se disant c'est pas grave, Mmh. ou ça va bien se passer, ou il faut que je trouve une solution. Et parfois, Mmh. ce qui aide, c'est d'accepter simplement, de Mmh. ressentir maintenant de la tristesse, de la colère, et laisser libre cours à cette émotion pour lui permettre ensuite de faire son travail, de nous amener à comprendre ce qu'on a besoin de comprendre et peut-être à mettre en place certains changements. Mmh. Je suis d'accord. Euh, ensuite, le fait au niveau génétique, ça, on entend aussi ça aussi assez souvent, c'est que certaines personnes sont davantage prédisposées à ressentir du bonheur, alors que pour d'autres personnes, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Alors oui, effectivement, on n'est pas tous égaux hein, au niveau de ses capacités, comme on n'est pas tous égaux au niveau de nos compétences dans le domaine du sport, de l'art ou d'autres choses. Et pareil, nos cerveaux ne sont pas faits de la même manière par rapport à, par exemple, notre capacité à se calmer face à une émotion intense. Donc, on n'est pas tous pareils. Par contre, la recherche s'accorde à dire que c'est quelque chose qui peut s'apprendre, c'est une sorte de compétence qu'on peut développer parce qu'elle dépend euh, pas que de choses un peu qu'on a héritées. Dans ce que la recherche dit, c'est 50% la génétique, 10% circonstances de la vie et 40% de ce qu'on fait dans notre investissement dans la vie de tous les jours. Et dans ces 40%, il y a quelque chose qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, qui est une compétence qui se travaille, comme n'importe quelle, comme une capacité à lire, à écrire. Et du coup, c'est là-dessus que je pense que l'attention doit être concentrée pour nous aider à se dire oui, c'est pas parce que voilà, au départ, il y a quelque chose qui fait que je suis un peu mal à l'aise avec cette histoire d'être content, de se ressentir le bonheur, la satisfaction, etc. Mais il n'y a rien que je peux faire là-dessus. Et comment on peut développer cette intelligence émotionnelle?
quelques réflexions à avoir ou quelques exercices qui vont avoir un levier assez efficace pour rapidement comprendre qu'est-ce que c'est, comment, où est-ce qu'on se trouve par rapport à cette intelligence émotionnelle et comment faire pour l'améliorer. Hmm. Alors, je veux parler du coup en lien avec la question du bonheur par rapport à l'intelligence émotionnelle. Donc, comme je dis tout à l'heure, c'est effectivement une compétence qui se travaille. Donc, du coup, d'abord, elle passe déjà par le fait qu'on s'entraîne un peu à identifier des véritables sources de bonheur qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, parce qu'il y a beaucoup de gens que quand ils se posent cette question, ils ne savent même pas ce qui peut les rendre heureux. Soit ils peuvent dire, mais par contre, ils font de mauvaises prédictions, comme par exemple, ah oui, c'est la maison, l'argent, etc. Alors qu'il y a plein d'études qui montrent que c'est pas des choses matérielles qui nous rendent profondément heureux, en tout cas pas dans la durée, parce que, comme je disais tout à l'heure, à cause de l'adaptation hédonique qui fait que peu importe ce qui se passe dans notre vie, que ce soit qu'on gagne en loto ou qu'on développe une maladie chronique comme le diabète, au bout d'un certain temps, on revient au même niveau de bien-être, alors qu'on peut se dire, oh non, mais comment ça se fait, gagner en loterie, je vais être heureux pour toute la vie. Non, c'est pas le cas. Donc, la première chose, l'intelligence émotionnelle nous aide à identifier ce qui nous rend heureux et de bien choisir nos sources du bonheur. Ensuite, donc, du coup, ça correspond aussi à une capacité à ressentir, à profiter pleinement dans le moment présent de ces ressentis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent beaucoup dans leur tête et pas très connectés à leur corps. Et donc, du coup, dès qu'ils disent quelque chose de positif, ils profitent même pas. Ils passent déjà dans cette projection vers le futur qui fait que ça passe vite et ils n'ont pas le temps vraiment de ressentir, de profiter. Et ensuite, donc, il y a aussi une question d'exprimer ou de partager ce ressenti, hein, parce que le bonheur, bien sûr, il est démultiplié quand on le vit avec une autre personne. Par exemple, il y a une étude qui a été faite où il y avait des participants qui devaient manger un chocolat. Et en face de ces participants, il y avait une autre personne qui, soit elle mangeait aussi le chocolat, soit elle faisait une autre activité, comme la lecture d'un livre ou un truc comme ça. Et l'étude a montré que les participants, donc, ils n'intergissaient pas. Ils mangeaient soit le chocolat de deux côtés, soit ils faisaient des activités différentes. Mais d'après les questionnaires, après l'étude, les gens qui ont mangé le chocolat en présence d'une autre personne qui a aussi mangé le chocolat ont trouvé que le chocolat était meilleur. Hein. Donc, du coup, on a besoin de présence d'une autre personne pour pouvoir maintenir et multiplier ces ressentis du bonheur. Et en dernière position par rapport à l'intelligence émotionnelle, on a aussi la question de maintenir le niveau de bonheur. Parce qu'on peut penser que, OK, je veux faire quelque chose pour être heureux et ça va être toujours comme ça, alors qu'en fait, le bonheur, c'est comme bon, c'est pas une jolie métaphore, mais c'est assez vrai que c'est comme un pneu crevé. Il faut toujours gonfler pour le maintenir en forme. Hein. Et donc, du coup, ça correspond un peu à des actions conscientes qu'on met en place, comme par exemple pratique de la gratitude ou l'art d'être dans le moment présent grâce à la méditation, au mindfulness. Et du coup, toutes ces choses, c'est ça qui fait que petit à petit, on apprend à être plus à l'écoute de soi, de nos besoins, de mettre en place des actions conscientes pour pouvoir nourrir ses besoins et pour pouvoir profiter du ressenti du bonheur ou du bien-être qu'on obtient à travers toutes ces choses. Merci pour tous ces bons conseils. Et donc, pour revenir sur certains de ces points, tu disais, voilà, parfois c'est vrai que comme tu dis bien, on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va nous convenir, ce qui va nous rendre heureux. On peut avoir des idées de si je rencontre la bonne personne, si je résous ce problème avec cette personne dans ma famille, si j'arrive à avoir plus d'argent, ça va bien aller. Et ensuite, on arrive à ce point-là et on réalise que peut-être qu'on va être bien pendant 2 3 jours et après, on va à nouveau repartir dans notre même état général. Et d'où l'importance, comme tu disais aussi, comme tu notais aussi, de développer cette conscience au moment présent, où c'est vraiment là où on peut apprendre à apprécier ce que l'on a, développer des sentiments d'appréciation, de gratitude. Et très bien. Alors, et donc ensuite, tu disais le quatrième point, c'était quoi déjà? Tu disais, c'était... Alors, le quatrième point, c'est maintenir le niveau de bonheur par des actions, du coup, par les actions conscientes qu'on met en place qui nous aident à nous sentir bien, profondément D'accord. bien, et pas juste de manière passagère parce qu'on s'est acheté une nouvelle robe ou on a une autre possession matérielle avec lesquelles on essaie de remplir D'accord. ce Ah oui, donc sentiment de voilà, bonheur c'est comme faire le vélo. Il faut continuer à pédaler, sinon on pour s'arrête avancer. d'avancer. Et, et oui, c'est vrai que ça rejoint aussi un peu le cheminement vers plus de présence, donc, notamment à travers la méditation. On n'est jamais vraiment complètement
stable. C'est-à-dire si on se perd dans les pensées, à nouveau, on va avoir des émotions, à nouveau, on va avoir de l'inquiétude. Cette, euh, ce retour dans le présent, il faut le renourrir constamment, C'est au ça. quotidien, être attentif à ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, c'est pas un but qu'on atteint et on se dit, ça y est, Mm. maintenant je suis dans le présent, maintenant je suis heureux, j'ai plus rien, j'ai plus à m'en inquiéter. La réalité, c'est quelque chose qui se nourrit au quotidien. Quelle serait la plus grande erreur que les gens peuvent faire par rapport à l'art? Ou la fausse idée ou la fausse croyance qu'on peut avoir par rapport au fonctionnement du cerveau? En lien avec le bonheur, j'imagine. Oui, en lien avec le bonheur ou même d'un point de vue plus général. Fausse croyance sur le cerveau. Attends, laisse-moi réfléchir. Que peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous, qu'il y a beaucoup de choses qui sont extérieures à notre capacité d'agir ou d'influencer les choses, qu'il y a comme une sorte de boîte noire dans laquelle les choses se passent et puis on subit les conséquences de ce qui s'est passé dans cette boîte noire qui est notre cerveau. Donc je dirais que le cerveau, le fonctionnement du cerveau, c'est quelque chose qu'on peut maintenant, avec toutes les informations qui existent sur Internet, toutes les formations en ligne qui sont disponibles et qui sont faites par des gens compétents, va nous permettre d'appréhender cette boîte noire de manière différente et de voir que même si d'après les études, c'est 40% que le bonheur dépend de nos actions, etc., pour moi, je dirais que c'est beaucoup plus. Hein, et je vois dans la vie de tous les jours avec cet impatient que peu importe d'où on part, peu importe quel terrain génétique on a, dans quel contexte on a grandi, quelle enfance on a eu, ce que la personne choisit, décide et de faire dans la vie de tous les jours, c'est ça qui détermine un peu comment sa vie va être. Et donc là-dessus, elle a beaucoup plus de marge d'action qu'elle ne le pense. Mm. Oui, ça c'est encourageant parce que c'est vrai que j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont cette peur de reproduire les mêmes erreurs du passé. On a l'impression d'avoir toujours échoué dans les relations, toujours échoué au niveau du travail. Et après, on a l'impression que ça fait partie de nous, que c'est collé à notre être, à notre personnalité, et l'idée qu'on ne peut pas dépasser cela. Mais, Mm. mais tu dis que c'est possible. C'est possible de sortir de Ouais. cette dynamique. On est plus résilient qu'on ne le pense. Mm. Et j'avais vu justement une étude aussi intéressante qui notait cette tendance qu'on a à amalgamer des échecs passés avec des difficultés présentes. C'est-à-dire que Mm. je me lance dans un projet, j'ai quelqu'un qui me dit non, ou c'est pas exactement ça. Au lieu de prendre ça dans l'instant et voir qu'est-ce que je peux faire, je ramène tout un bagage de rejet du passé, Mm. toutes les fois qu'on m'a dit non, et j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, de jamais pouvoir réussir. Et je sais que le travail de méditation aide, mais comprendre peut-être aussi ces mécanismes va nous aider à réaliser que c'est pas parce qu'on a toujours vécu ça, qu'on a vécu ça dans le passé à plusieurs reprises que on est condamné à reproduire ces comportements. Exactement. Tu animes donc une chaîne sur YouTube où tu parles beaucoup du cerveau, donc du bonheur Mm. et d'autres sujets pertinents au cerveau. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette chaîne YouTube et de partager ton expérience, ton savoir à travers Mm. cette plateforme? Non, je pense que c'est le fait que j'ai vu que malgré mes études de psychologie, hein, qui étaient quand même beaucoup centrées sur tout ce qui est fonctionnement intellectuel du cerveau, la mémoire, l'attention, l'organisation, etc., comment on apprend les choses. Le monde des émotions, c'est un monde très inconnu pour beaucoup de gens, et moi inclus, hein, même jusqu'à Mm. maintenant. Et vu qu'il y a justement ces croyances sur le fait voilà, qu'il ne faut pas ressentir des émotions négatives, il faut chercher les positives, et tout un tas de choses qui sont un peu pas très claires pour les gens autour de à quoi ça sert les émotions, comment on peut les utiliser à notre profit, comment on peut vivre en harmonie avec. Enfin, je voulais un tout petit peu partager les informations que j'ai apprises de manière ludique et simple et accessible, mais quand même basées sur la recherche, sur ce qui se passe vraiment par rapport au fonctionnement réel de notre cerveau, pour aider les gens un peu à dédiaboliser la question des émotions négatives, mais aussi un peu de voir que les émotions, c'est super, c'est un monde intéressant à découvrir et on peut, vu qu'ils sont tout le temps là, bah, vaut mieux être ami avec ses émotions plutôt qu'ennemi. Donc ma chaîne aide un peu à mieux démêler tout ça, en tout cas j'espère. Et tu proposes des soins, donc tu disais sur Lyon, c'est ça, sur la ville de Lyon. Oui. Et je suppose que tu travailles aussi sur Internet. Est-ce que tu prends parfois des consultations par Internet à distance?
Alors, donc, depuis quelques temps, je me suis spécialisée dans la psychothérapie qui s'appelle EMDR. Donc, c'est une approche spécifique qui aide avec les gens avec le stress post-traumatique ou, comme tu disais tout à l'heure, que quand on a vécu un certain nombre d'échecs ou d'événements marquants dans le passé, bah, ça peut parfois perturber notre bien-être et notre fonctionnement dans le monde présent. Donc, c'est des choses que je fais au cabinet. Et donc, du coup, avec les changements au niveau mondial, les téléconsultations sont de plus en plus développées, donc je travaille aussi avec des gens à distance. Donc du coup, le cœur de mon travail, c'est autour de stress post-traumatique à l'heure d'aujourd'hui. Très bien, donc et tu travailles avec, tout public, des adultes, des enfants, bien que je suppose que c'est plus davantage des adultes pour le Beaucoup d'adultes. Après, moi, en parallèle, vu que je me suis formée quand même dans quelque chose de très cognitif, donc j'ai aussi une population d'enfants qui ont des problèmes d'apprentissage. Et donc, du coup, mais c'est un autre domaine qui n'est pas rattaché à la thérapie MDR, que je travaille en parallèle avec des tests de QI, par exemple, ou des gens qui se questionnent par rapport au potentiel, ils veulent passer des tests pour savoir un peu comment ils fonctionnent et quoi ils peuvent avoir besoin. Et donc, du coup, il y a cet aspect un peu cognitif que je garde quand même de ma formation de psychologue cognitiviste et une autre chose que j'ai un peu développée parce que j'ai vu que justement, il y avait un besoin un peu d'utiliser différentes méthodes, pas que rester dans la tête et rester un peu en mode des connaissances, mais aussi utiliser le corps, l'émotion, le mmh. ressenti pour prendre tout ça et aider les gens à aller de l'avant et activer cette résilience qu'on a tous, mais qui parfois peut être un peu éteinte parce qu'on a vécu beaucoup de choses qui nous ont déçus, nous ont perturbés, etc. Mmh. Et après ça oui, et quand on parle de traumatisme, c'est pas nécessairement des accidents ou des grosses choses, ça peut être une rupture, ça peut être des échecs Ah et oui, ça peut être suivant la aussi une sensibilité de chacun, accumulation. ou une Oui, tout à fait. Ça accumulation. peut être une accumulation de plein de choses, comme par exemple une enfance difficile, et les gens qui ont été exposés à des disputes des parents et qui ont grandi dans un événement insécure et du coup, ils ont du mal à aller vers le monde en tant qu'adulte en étant sûr d'eux, en étant tranquille, en étant en harmonie avec eux-mêmes. Donc, ça peut être plein de choses différentes parce que le traumatisme, il n'est pas défini par la gravité objective de ce qui s'est passé, mais par le vécu subjectif de la personne. Donc, du coup, on ne peut pas dire que s'il y avait un accident de voiture où la personne elle s'est juste cassé la jambe, il est moins traumatique que si elle avait deux jambes cassées. Mmh. Très bien. Alors une dernière question avant de se quitter. Comme on est sur une chaîne qui porte sur la méditation, est-ce que toi tu utilises la mindfulness, la méditation en tant que, tu la proposes à tes patients? Ou est-ce que toi personnellement tu as une pratique de méditation? Alors oui, bien sûr, c'est une approche qui est super utile et super importante justement pour des gens qui souffrent de stress post-traumatique parce qu'ils ont tendance, leur cerveau, il est coincé dans le passé sur un événement qu'ils considèrent qu'il est encore en cours. Et donc, du coup, la méditation de conscience, c'est un outil très précieux pour aider les gens à ramener leur attention, leur corps, leur esprit, leur conscience à cet instant présent où ils peuvent se sentir en sécurité, où ils sont en contact avec leur partie adulte qui gère les choses, qui a des solutions, qui peut voilà, s'en sortir des choses difficiles. Donc, moi, j'utilise en ce moment il y avait une période où je faisais beaucoup de méditation. Maintenant, je sens qu'il y a comme quelque chose qui s'est posé et que ces moments de présence dans les films maintenant, ils arrivent à être plus naturellement là sans que j'aille vraiment à coller mon cerveau à chaque fois. Après, ça dépend des jours, bien sûr. Il y a des moments où le cerveau part Mmh. comme un petit singe dans la cage dans toutes les directions. Mais donc, du coup, il y a quelque chose qui a évolué pour moi. Peut-être ça va revenir, la pratique quotidienne, peut-être pas. Mais c'est un outil super important, utile et intéressant dans la thérapie ou pour le bien-être personnel. Très bien. Merci beaucoup, Juliana. Je mettrai en lien ta chaîne YouTube. Je suppose que tu as un site où les gens peuvent te contacter s'ils veulent travailler avec Tout à toi. fait. Tout à D'accord, fait. C'est www.ulianaborzova.com. parfait. Donc, je communiquerai tous ces liens sur la page de cet épisode. Un grand merci d'avoir partagé ton expérience, ton savoir, et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.